Bienvenue à ce nouveau podcast de Canapé Club. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jérôme Lapierre. Jérôme Lapierre, qui est un être qui me fascine et me bouleverse à la fois. Il est tellement pertinent, intéressant, doux, agréable à côtoyer. J'aurais parlé avec lui pendant des heures. Bref, on parle d'architecture. Évidemment, je vous invite à écouter ça. Bonne écoute! Ce podcast vous est offert par Miralis. Leur force, transformer un espace en une cuisine qui a du style, mais surtout du sens. Ligne épurée, choix réfléchis, ergonomie intégrée, tout est pensé pour simplifier la vie au quotidien. It's 7 in the morning, I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on, it will get me going. Don't know something like talking about my generation. Salut Jérôme. Salut. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. J'aimerais ça que, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que dans le domaine du design et de l'architecture, probablement que ton nom a circulé un peu partout, mais pour monsieur, madame, tout le monde, peux-tu nous faire un petit portrait de qui tu es, ton parcours? Je suis architecte. Ça fait 15 ans que je pratique. J'ai mon studio d'architecture qui s'appelle Jérôme Lapierre Architecte. Et je partage aussi mon temps avec l'école d'architecture. J'enseigne à l'école à l'Université Laval. En fait, j'ai travaillé avec Pierre Thibault pendant une dizaine d'années au début de ma carrière. J'ai remporté le prix de Rome début de carrière du Conseil des arts du Canada, qui est un des plus grands prix qui existent. Là, Ben là, tu es en train de brûler toutes mes questions parce que, en fait, quand j'ai vu ça, quand je faisais des recherches sur toi, parce que là, tu le dis comme ça, comme si c'était, comme... Mais ça dit... remis à une personne qui démontre un potentiel artistique exceptionnel. C'est ça la description du prix de Rome en architecture, ouais. qui est émis par le Conseil des arts du Canada. Puis ça, c'est 2014. Oui. Toi, tu as gradué en... 2013. OK, tu as gradué en 2013. Oui. Mais tu as commencé à travailler avec Pierre Thibault en 2009. Exactement. Fait que tu as commencé à travailler avec lui avant même d'avoir complété tes études pour des stages, j'imagine? Exactement. Ça fait partie un peu de l'univers, là, de commencer à travailler pendant les études. C'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, j'ai eu la chance de le faire. J'ai eu Pierre en première année d'école d'architecture. Comment ça arrive, ça, qu'on puisse travailler avec Pierre Thibault? Mais je pense qu'il y a en général, il y a une question de fit qui est vraiment important. Il t'enseignait, dans le fond. Oui. OK. Puis aussi, j'avais un background, je fais une technique en architecture, fait que j'avais quand même des compétences que je pouvais apporter rapidement au bac. C'est pas un prérequis, la technique, non. avant de faire ton bac. Exactement. Puis quand tu rentres au bac, il faut que tu enlèves, faut que tu mettes, faut que tu fasses une croix sur ta technique parce que tu changes complètement d'univers. Tu es dans un univers beaucoup plus conceptuel, mais l'univers technique est quand même une base solide là, pour quand tu travailles dans des bureaux. Puis on reviendra tantôt à ton prix en architecture, mais c'est quoi la distinction? Parce que pour vrai, on se le fait tellement demander, puis j'ai toujours bien de la misère à répondre. Le technologue ou le technicien versus l'architecte. Qu'est-ce que les deux t'offrent comme service? Qu'est-ce qui est différent? Bien, l'architecte, il a une formation d'espace, là, donc qui est à la fois académique, théorique, mais qui est aussi pratique. L'architecte est aussi responsable, il a une responsabilité professionnelle. C'est un peu le chef d'orchestre de bien des affaires, mais il y a vraiment une formation extrêmement poussée sur comment concevoir des espaces, quelles sont les relations spatiales, programmatiques, la séquence, comment intégrer vraiment toutes les fonctions dans un projet. Et il y a aussi, l'architecte doit s'occuper de l'enveloppe du bâtiment, donc que ça soit étanche, qu'il y ait vraiment d'une manière très technique. Souvent, on va regarder vraiment le travail de l'architecte uniquement comme d'un point de vue des intérieurs ou de l'architecture, mais il y a quand même une notion qui est extrêmement technique à travers ça pour l'isolation, l'étanchéité, les choses membranes. qu'on ne voit pas quand on regarde un Exactement. projet. Mais qui font en sorte que le projet est périn et durable. Et donc, le technicien, lui, quant à lui, va vraiment être en support à l'architecte aussi, parce qu'il va s'occuper justement de cette compréhension encore, je dirais pas plus fine, mais vraiment être un collaborateur clé dans l'enveloppe du bâtiment pour faire les dessins, les détails, coordonner aussi avec les différentes disciplines, avec ingénieurs et tout ça. Fait qu'un ne vit pas sans l'autre. Tu sais, dans un bureau d'architecte, tu as des technologues, tu as des architectes. Exact. C'est indissociable. Souvent, c'est la formule, oui. OK. Puis, pour revenir à ton prix de Rome, premièrement, peux-tu m'expliquer pourquoi ça s'appelle un prix de Rome? Puis c'est émis par le Conseil des arts du Canada, dans le fond? Oui, c'est qu'avant, le Rome est quand même un lieu d'exception. Oui. Et aussi, il y avait beaucoup d'écoles européennes
école même de pensée à l'époque, là, que les gens séjournaient à Rome pour dessiner. C'est vraiment la base un peu de ce prix-là. Le prix date de 1700 quelque chose, donc c'est un très vieux prix. Et le Canada a commencé à donner ce prix-là, le prix de Rome, en référence aussi à d'autres écoles européennes qui donnaient ce prix-là pour de grands architectes. L'Opéra Garnier, par exemple, à Paris, est fait par un architecte qui a eu le prix de Rome. OK. Donc, c'est quand même un élément qui, dans l'histoire de l'architecture, est un élément C'est reconnu. reconnu. Je comprends. Puis, parce que moi, ça m'a frappé quand je lisais ça, démontre un potentiel artistique exceptionnel. Tu venais de finir l'école, ça faisait 1 an. Comment qu'on peut reconnaître ça chez Jérôme Lapierre qui a un potentiel exceptionnel? Mais la nuance entre le prix de Rome carrière, qui est un prix vraiment pour reconnaître la carrière, moi, j'ai eu le prix début de carrière. Donc, ça fait en sorte que c'est donné à un gradué de la maîtrise d'une école d'architecture canadienne. Donc, tu es en compétition à travers tout le Canada. Chaque école choisit un candidate pour pouvoir appliquer au Conseil des arts. C'est l'école qui détermine, c'est pas Oui. l'étudiant qui peut lui-même aller appliquer sur ce concours-là. Tu es présélectionné par l'école d'architecture. Il y en a un par année. J'ai été ce chanceux. Puis après ça, tu appliques en compétition avec les 12 autres du Canada, parce qu'il y a 12 écoles au Canada. Puis, cette année-là, j'ai remporté le prix. Et je crois qu'à ce jour, je suis encore le seul francophone qui a remporté le prix. C'est exactement ça que j'allais dire. Tu es le premier, en tout cas, à l'avoir remporté, puis peut-être qu'il n'y en a pas eu depuis. Fait que c'est une grosse reconnaissance. Quand même, oui. C'est peu banal. Et ça l'apporte quelque chose de plus. Grâce à ce prix-là, tu as pu aller faire un stage à Copenhague. Exactement. C'est ça, OK. On peut choisir de partir partout où est-ce qu'on veut dans le monde pour aller travailler dans une agence internationale pour apprendre justement d'un autre milieu, un autre contexte. Puis l'apprentissage international, c'est pas juste d'aller travailler à l'étranger, mais c'est aussi d'apprendre sur la culture, sur la langue, une autre langue, de voyager davantage et tout ça. Puis Comment ça se passe? Tu vas là-bas combien de temps? Puis... Le prix est donné pour 1 année, mais après, tu en fais un peu ce que tu veux. Tu peux rester là même toute ta vie ou revenir. Moi, j'avais un sentiment un peu d'imposteur de partir, d'avoir un prix puis de partir puis jamais revenir. Tu sais, je pense qu'au final, on souhaite... T'es parti 1 an? Je suis parti un petit peu plus qu'1 année. Puis de revenir, en fait, puis redonner un peu les connaissances pour ton milieu d'ici. Moi, je trouve que c'est un peu ça l'intérêt. De quitter puis de revenir. Exactement. Puis tu avais choisi ce lieu-là pour quelle raison? J'ai choisi de partir à Copenhague, au Danemark, chez la firme Gale Architects. Puis la firme, elle a le choix de te dire oui ou non? Ou c'est comme, tu choisis parmi des firmes qui sont listées puis t'as pas le choix? Tu as le choix d'appliquer n'importe où. Il n'y a pas vraiment de liste. Mais c'est sûr qu'il y a un bureau, tu reçois une demande d'un potentiel prix de Rome qui veut venir travailler. Tu dis pas non. Souvent, tu te rends compte que c'est un stagiaire qui a potentiellement de l'intérêt. C'est un stage rémunéré? C'est un stage rémunéré, mais tout ça s'organise un peu... avec l'école? Avec eux, avec la firme. Ouais. Parce qu'il y a quand même une bourse du Conseil des arts qui est donnée, puis souvent, ils misent beaucoup sur le fait que tu as une bourse. Donc, oui, ton salaire est diminué à cause de ça. Et qu'est-ce que tu retiens, en fait, de ce séjour-là? Parce que j'imagine que ça a quand même établi des bases assez solides pour ton projet futur de te lancer éventuellement, puis même de travailler avec Pierre Thibault pendant des années après ça. Mais tu sais, qu'est-ce que tu as rapporté de ça? C'est sûr que j'ai une formation d'architecte, mais ce que j'allais chercher là-bas chez Gale Architects, c'était une formation plus en design urbain, qui est pour la conception des villes. Puis en plus, eux, ils ont une approche qui est vraiment orientée sur des villes à échelle humaine. Oui. Ils transforment un peu la planète. Je dirais plusieurs villes dans le monde. Ils ont vraiment un travail international. Puis vraiment, l'humain est au cœur de la réflexion. Puis ça m'animait beaucoup parce que là, tout à coup, comme architecte, toi, tu peux faire un impact sur une famille, sur un groupe d'individus, peu importe le type de commande que tu fais. Là, tu peux faire des maisons comme architecte, tu peux faire des projets institutionnels, éducationnels, commerciaux. Mais quand tu travailles à l'échelle urbaine, tout à coup, c'est la société complète qui en profite pour faire des places publiques, refaire des rues piétonnes, travailler la mobilité. Parce que là-bas, tout semble réfléchi pour le plus grand nombre possible. Il n'y a aucune action qui est prise si ça ne bénéficie pas un groupe de personnes. J'ai l'impression que c'est comme un peu ça la mentalité. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'à l'école d'architecture au Danemark, tu gradues, peu importe en design urbain, en design comme architecte, tu es capable de jouer à travers les échelles de design au complet. Fait que tu as comme une formation qui est comme
plus pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Dans le sens que vous autres, comme architectes, le design d'intérieur, c'est pas nécessairement un volet qui est beaucoup abordé ici au Québec? Non, exact. Mais au Danemark, tu peux graduer comme architecte, mais avoir fait de la conception de mobilier, comme des chaises, des meubles. Fait que même du design industriel. Exactement. Okay. Fait que c'est une formation qui est encore plus complète, ce qui fait en sorte que quand, effectivement, comme tu le dis, tu arrives dans la ville, tu te rends compte que tout est complet, tout s'harmonise, il y a une réflexion globale, holistique, et on dirait qu'après ça, quand tu t'adresses à d'autres architectes ou à d'autres décideurs, bien, ils comprennent cette espèce de... C'est ancré. Oui, cette communauté complète, là. J'ai lu à quelque part que, en fait, le bagage que tu as rapporté de là-bas, c'était comment transformer le jeu en nous. Ouais. Puis comment tu le perçois, ça, au Québec? J'imagine que c'est par le biais d'espaces plus collectifs, peut-être? Oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile ici, dans le sens où, je dirais, l'univers socialiste, là, où là, je ferais être socialiste, c'est pas être communiste, là, c'est vraiment le bien commun va t'apporter plus personnellement. Fait que tu transposes ton intérêt personnel du jeu, comme tu dis, au nous. Parce que tu es plus riche globalement, sociétalement, en ayant des espaces publics qui vont être de meilleure qualité. Donc, les gens peuvent vivre en ville, dans des appartements. Ils n'ont peut-être pas le plus gros balcon immédiatement à leur logement, mais quand ils sortent dans l'espace public devant chez eux, ils ont les plus beaux espaces de la plus grande qualité de toutes les villes du monde. T'sais. Donc, il y a cette espèce de salon-là extérieur, comme le salon urbain, qui est comme l'extension de chez soi, qui vient à nourrir beaucoup plus d'un point de vue personnel. Donc, le « nous » amène au jeu. Mais c'est sûr que nous, dans un univers un petit peu plus individualiste, bien, on veut notre cour, on veut notre espace privatif. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? C'est drôle parce qu'on faisait les workshops pour le prochain canapé, puis c'était ce qui revenait, là, parce que la thématique est collectif du prochain magazine, puis c'était... à quel point au Québec, on aime avoir notre grosse piscine tout seul dans notre cour, alors qu'il pourrait avoir une belle piscine municipale puis que tout le monde se rassemble au lieu que tout le monde fasse ça chacun de son côté. Mais qu'est-ce qui explique ça? Au Québec, pourquoi on est comme ça puis qu'au Danemark, ils n'ont pas cette vision-là? On est très influencé, je pense, par les Américains. On a aussi un bout d'influence européenne, nécessairement. Je pense qu'on a une sorte de beau mélange là, à travers tout ça pour faire notre propre identité, mais c'est sûr que l'influence des banlieues américaines des années 60 a tapissé vraiment le territoire au grand complet. Tu sais, que je parle du Canadien anglais que du Canadien français, c'est ça qui nous habite. Donc, ça a généré, je pense, des patterns. La ville a été faite pour la voiture. Donc, l'individualité dans ta propre auto avant d'arriver dans ta propre maison, dans ton quartier. Tu sais, je veux dire... Oui, même chose pour le transport collectif. Je veux dire, tout est interrelié. On n'a pas eu des transports collectifs vraiment de grande qualité jusqu'à maintenant. Là, on a un peu plus de projets collectifs là, avec le REM ou le tramway. Mais qui sème la controverse incroyable. Tu sais, c'est pas acquis. Là. Non. C'est pas facile. C'est pas acquis parce que c'est des gens dans leur propre auto qui, après ça, voient pas peut-être le bien-être collectif. Sauf que tout à coup, Festival d'été à Québec, tout le monde adore être en ville, tout à coup. Puis prendre l'autobus. Puis prendre l'autobus. Ouais. Donc, c'est ces paradoxes-là. Je pense que l'humain est fait de plein de paradoxes et tout ça. Mais je pense que tout à coup, quand tu n'as jamais vécu ça, tu ne peux pas voir la valeur ajoutée. Je donne un exemple. Quand j'habitais au Danemark, mes beaux-parents sont venus nous voir quand on était là, évidemment. Puis, à un moment donné, on marchait. On était à vélo tout le temps. Là. Puis, à un moment donné, on marchait à côté de notre vélo. Mon beau-père, il dit... Mais pourquoi on marche? T'sais, pourquoi on n'est pas sur notre vélo? Pourquoi? Fait que finalement, il avait vraiment adhéré comme au mode de vie d'être à vélo. Donc, je me dis, tant que tu ne l'essayes pas, tu ne comprends pas à quel point être à deux, côte à côte sur un vélo, sur la piste cyclable qui est large, qui permet d'être une piste cyclable conversationnelle. C'est construit pour ça, là, ouais. Ben oui, tout l'univers est bâti pour ça. Même au point de vue de l'économie de la ville, quand tu es à vélo, mais c'est facile de débarquer, aller chercher une crème glacée. T'as pas de contraintes. Non. C'est fait pour ça. Exact. Même l'hiver, c'est le ski de fond. C'est le vélo. Les pistes cyclables sont déneigées en premier avant la voie carrossable. Fait que t'as plus de monde. T'as-tu plus de monde oui. à pied qu'en voiture là-bas? Il y a plus de monde à vélo. Ouais, en vélo qu'en voiture. Puis ce qui est bien, c'est que si jamais il pleut ou il y a de la slotch cette journée-là, tu rentres le vélo dans le train, tu fais un petit bout en train, après ça, tu fais le petit bout qui te reste pour aller au travail en vélo. Ton train est fait pour que tu puisses rentrer ton vélo dans le train. Exact. Tout est réfléchi comme ça. Mais c'est quand tu goûtes à ça que tu te rends compte que moi, ça me rendait tellement plus heureux de vivre une ville qui est faite pour les gens, puis de se promener là-dedans. C'est comme si ça me créait vraiment un bonheur profond.
Puis c'est ce qui me fait en fait ramener, c'est de dire, ben tentons d'essayer de travailler à l'échelle urbaine pour amener ça ici au Québec. Puis on est où au Québec en 2025 par rapport à ça? Ben, avec l'arrivée de plusieurs nouvelles mairesses, des femmes au pouvoir, je vois une différence, honnêtement. C'est l'arrivée des femmes qui, selon Ben, toi... entre autres, OK. c'est que j'ai eu l'occasion de collaborer, justement, Pierre et moi, on continue à travailler ensemble mais sur des projets urbains. Parce que quand je suis revenu du Danemark, j'ai dit à Pierre, ben, ici, on s'intéressait à l'échelle urbaine, puis qu'on travaillait à concevoir des quartiers pour vraiment faire en sorte que les rues sont plus conviviales, que les quartiers sont mieux faits, qu'on tente d'éliminer un peu l'idée de la banlieue à tout prix. Mais comment tu fais ça si la demande ne vient pas d'un client? Tu Euh, sais, comment toi, en tant qu'architecte, t'as bien beau avoir des belles idées puis de vouloir ramener le Danemark au Québec, mais ben, il y a une concrètement... notion je pense, de diffusion là, qui fait partie, je pense, intrinsèquement de ma pratique, là, soit d'enseigner, Oui. soit de faire des conférences, faire des podcasts comme ça qui font Oui. en sorte que De le passer fait le d'en me- de passer parler, le message. passer le message que ben, une ville bien pensée fait en sorte qu'il y a des citoyens plus heureux. Puis souvent, ben, ça crée écho à certains donneurs d'ouvrages, conseillers municipaux qui en parlent aux directeurs généraux, qui en parlent aux mairesses et maires. Puis ça fait en sorte que ben, je vois une différence parce que quelques mairesses nous ont téléphoné pour voir comment est-ce qu'on pourrait les aider à concevoir leur ville quand ils ont des nouveaux quartiers à développer. Mais je trouve ça fou que tu mettes l'accent sur le fait que ce soit des mairesses parce que tu n'as pas eu ces appels-là d'hommes-mères. C'est juste venu de des femmes. Pour le moment, mais on espère que ça puisse faire des petits, mais oui, effectivement. Qu'est-ce qui explique ça, tu penses? Tu sais, disons, ton opinion, pourquoi une femme aurait plus tendance à vouloir s'en aller vers des concepts comme ça qu'un homme qui a ce pouvoir-là, disons? Ben, c'est vraiment une bonne question. Là, je pense que de voir des nouvelles femmes au pouvoir, ben, ça fait du bien. Puis aussi, ben, c'est quand même une nouveauté, entre guillemets. Que les femmes accèdent, tu veux dire, à des... oui. Heureusement ou Oui. malheureusement pour le peu qu'il y a. Oui. Mais je pense que ça fait en sorte que la nouveauté amène des nouvelles idées, puis qui apporte des nouveaux patterns. Et ces nouveaux patterns-là font peut-être des effets dominos. Mais j'ai pas la science infuse là-dessus. Mais non, c'est une opinion, là, clairement. Ouais. Je comprends, mais je trouve ça le fun d'entendre que les femmes apportent cette saveur-là puis cette envie-là. OK, fait que de plus en plus, tu as l'impression que ces espaces collectifs-là sont davantage réfléchis ou en tout cas au niveau urbain, qu'on fait plus attention à ça. As-tu des beaux exemples de réussite québécoises comme ça qui existent ici? Mais tu sais, on a quand même, à travers le temps, fait certains quartiers qui ont des immeubles à logement, qui ont des énormes cours intérieures, qui sont des grands parcs, finalement. Puis c'est drôle, mais dans les années 70, on en faisait beaucoup. Puis là, on a perdu un peu cet aspect-là au profit d'une densité un petit peu plus grande, mais qui, malheureusement, c'est souvent des... puis là, je rentre de manière très précise, mais ça influence énormément la manière dont on conçoit la ville, mais le fait d'avoir des corridors communs, puis des logements de chaque côté, donc un peu l'effet corridor d'hôtel. Je pense qu'on peut très bien imaginer, là, c'est quoi un immeuble à logement que tu rentres, tu prends l'ascenseur, tu arrives dans le corridor, puis tu rentres chez vous. Mais ça fait en sorte qu'on perd la notion d'un logement qui sont traversants, donc une façade d'un côté puis une façade de l'autre côté. Donc, ça fait en sorte que tu as de la ventilation naturelle, tu as de la lumière naturelle. Le matin, tu as de la lumière d'un côté, le soir, tu as de la lumière de l'autre côté. Mais avec une cour, avec quelque chose d'ouvert au centre. Fait que tu as une façade active, bruyante sur la rue, puis tu as une façade tranquille sur la cour. Mais ça oriente énormément la manière de faire la taille des îlots, et donc de faire les rues, et donc de construire des quartiers, et donc de faire les boulevards. Fait que cet aspect-là très microscopique du logement a une incidence incroyable au bout de la ligne sur la manière dont on vit la ville. Fait que ça, c'est ça qu'on essaie de faire quand on travaille ensemble, Pierre et moi, c'est d'amener ça à travers notre vision de création de quartier. On a travaillé avec la ville de Belleuil, là, notamment, pour avoir un nouveau quartier qui avait cette aspiration-là. On avait même organisé un voyage à l'étranger pour aller voir un peu qu'est-ce qu'ils sont, parce qu'on a besoin, comme Québécois, de voir que ça s'est fait pour se faire confiance qu'on peut le faire. Oui. Donc, ça a été très, très porteur. C'est comme l'espèce de travail d'une vie. En 5 jours, tout le monde a compris. Oui, ils l'ont vu, ils l'ont cru. Ouais. Puis comment tu transposes ça, peut-être plus au quartier résidentiel, tu sais, parce que je reviens à tantôt, je parlais du workshop pour Canapé, la thématique collectif. On se faisait dire par des gens pendant cette rencontre-là qu'à l'époque,
dans les quartiers résidentiels, tout se passait en avant de la maison. Fait que Mhm. le plus grand de ton terrain, souvent, était devant. Tout le monde se réunissait dans la rue. Maintenant, c'est le contraire. Il n'y a pratiquement plus de terrain devant, puis tout se passe derrière de façon plus individuelle. Ouais. Fait qu'il y a eu ce changement-là, maintenant, je ne sais pas trop à quelle époque, après les années 70 Tout à peut-être. fait. Puis comment ce concept-là peut se transposer dans ces quartiers résidentiels-là? Parce qu'on dirait que tout est construit comme ça maintenant. Là. Comment on fait pour déroger de ça? Puis revenir à cette collectivité-là? Mais, tu sais, il y a Jane Jacobs qui à Toronto là, a été vraiment un auteur incroyable qui a expliqué que les balcons en façade là, qu'on avait avant, puis qu'on se berçait sur les balcons, puis on regardait les gens passer, ben ça a apporté énormément de vie et de sécurité sur comment on se sent dans une ville. On fait plus ça, là. On fait plus ça. Non. Les façades sont devenues des façades vraiment droites, sans vie, sans âme, qui tournent le dos à la rue, qui finalement, c'est une façade qui doit être impeccable, immaculée, avec la porte au centre, mais qui finalement n'a aucun rapport avec la rue parce que tout se passe à l'arrière. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait retrouver ces qualités-là. Tu sais, dans Montcalm, là, je donne un exemple à Québec ou dans des quartiers centraux à Montréal, on les voit, ces balcons-là, en avant encore. Puis c'est ce qui apporte aussi une certaine vie, une certaine présence. Parce que c'est des vieux bâtiments. Oui. Oui. Mais je pense qu'il faut continuer à perdurer. Puis souvent, on peut critiquer certains conseils d'urbanisme là, ou de conseils consultatifs, mais ils sont là aussi pour perdurer ces qualités architecturales-là qui font en sorte que la vie peut apparaître. Parce que moi, je dis toujours, tant qu'on n'a pas une rue piétonne pour accueillir des gens, ben, la vie ne peut pas apparaître. Tant qu'on n'a pas de place publique pour le faire, tant qu'on n'offre pas de balcon à l'avant, ben, on ne peut pas avoir ces lieux d'appropriation pour les humains à travers ces... Fait que je pense qu'il faut offrir, comme architecte, il faut proposer, même si ça a un certain coût, faire un balcon, mais au final, c'est un pied carré qui ne coûte pas très cher à faire, mais ça apporte énormément à la ville et à l'expérience. T'as-tu l'impression que t'es comme un des seuls à avoir ce discours-là, ou c'est vraiment quelque chose que tu sens que de ta génération qui est une vision là, que tout le monde semble avoir? Non, je pense que quand on rentre en architecture, il y a comme une espèce de mise à niveau. Là. Je pense comme architecte, on partage à peu près tous là, Cette vision. cette vision-là. OK, parfait. Fait que si on revient à ton parcours, 2009 à 2020, tu as travaillé avec Pierre Thibault. Oui. Tu été chanceux, tu as étudié, tu l'as eu comme enseignant, il y a eu un fit, vous avez travaillé ensemble, puis même après ton retour, en fait, de Copenhague. Puis tu as été là pendant, donc, quasiment une dizaine d'années au total, mais un genre de 6 ans à ton retour. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de lancer ta propre entreprise? Tu aurais probablement pu continuer à travailler pour Atelier Pierre Thibault bien longtemps. C'était vraiment une sorte de rêve ou flamme en moi qui m'habitait depuis que j'étais tout petit. Puis, tu sais, j'ai vraiment une approche très cliché qu'à 5 ans, je voulais être architecte. J'avais cette espèce de... Tu as toujours su. Là. Oui, ça n'a jamais été une question... mais pourquoi? Parce que tu avais des gens dans ta famille, ça venait d'où, cette espèce de... non, j'avais personne dans le domaine dans ma famille, mais j'avais une tante et un oncle qui habitaient aux États-Unis puis qui se promenaient beaucoup là, à travers les États, les différents États, parce qu'à cause du travail, ça les amenait à bouger. Puis ils habitaient toujours dans des maisons quand même assez de qualité, puis qui ont fait en sorte que, d'un point de vue... oui, c'était des maisons qui avaient de certaines dimensions, mais qui avaient vraiment des qualités architecturales. Puis je pense que ça m'a vraiment nourri. J'allais passer mes étés là-bas au secondaire. Fait que j'ai vraiment eu cette espèce peut-être de... C'était comme peut-être intuitif, là, sorte de regard sur ça. Déjà jeune, tu savais apprécier le fait que leur maison avait comme une espèce de qualité ou un type d'architecture, où il y avait quelque chose qui t'allumait. Qui m'allumait. Ce qui me faisait triper, c'était de dessiner le plan de la maison que je vivais. J'avais pas de formation en architecture, là, mais je demandais d'acheter des revues d'architectes pour voir un peu. Ça m'a comme toujours un peu animé. Puis encore aujourd'hui, j'en achète des livres puis des revues. J'adore ça. Je pense que c'est important pour s'inspirer puis se garder, c'est ça, toujours allumé à travers ça, puis de voir un peu ce qui se fait. Mais ça m'a vraiment
habiter, je pense, ces voyages-là pour aller les voir. Puis Fait que toi, à 5 ans, quand on te demande, Jérôme, tu veux faire quoi plus tard? Je vais être architecte, Ouais. mais t'as jamais changé d'idée. non. Ton trajet est clair. Là. C'est sûr que la formation d'architecture, c'est une formation qui est difficile. Fait que c'est sûr qu'il y a quelques remises en question Pourquoi? de temps en temps. Pourquoi c'est difficile? Ben, c'est très exigeant, tu travailles beaucoup. OK. Souvent, tu fais des nuits blanches parce que tu peux toujours perfectionner ton projet. Puis même en pratique, comme à un moment donné, il faut s'arrêter parce que tu peux toujours continuer. Oui, bien, il y a une à affaire le de budget à un perfectionner. moment donné à respecter, puis Exact. de temps qu'il faut limiter. Puis... Oui, puis que ça soit raisonnable. Là, Ouais. tu sais. Mais donc, quelques remises en question, mais ça a été toujours clair. Fait que le fait que ça ait été clair, c'est comme si j'aspirais ou je rêvais un peu à ça, à avoir un bureau. C'était pas obligé d'être mon bureau, mais j'avais comme un peu cette aspiration-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic que cette flamme-là, dans le fond, si je l'essayais pas, elle serait jamais assouvie. Fait que j'ai tenté le grand saut là, de parachute. Puis je me dis, si je me trompe, si ça marche pas, mais tant pis. Tu sais, je reviendrai, je me retrouverai quelque chose d'autre. Puis... Ce que je fais rendu là. Ouais. Fait que tu te lances tout seul. Oui. C'est pour ça que le studio s'appelle par ton nom. Puis, y a-t-il une raison pourquoi les bureaux d'architecture s'appellent principalement toujours par le nom des personnes qui les ont fondés? On dirait qu'on voit moins d'extravagance. Là. Tu sais, les bureaux d'architecture, 90% dans ma tête, c'est nom, prénom, nom de famille, en tout cas des associés, je sais pas. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui... C'est peut-être un peu... je sais pas si c'est un dérivé des avocats, c'est un peu Oui, le même on dirait que c'est... univers, Ouais. mais c'est que je trouvais pas de nom autre qui permettait de rendre ça un peu plus... mais qui transmettait la vision, qui était pas quétaine, qui était pas cliché, Absolument. qui était pas un semblant de nom ou de synonyme d'un autre mot. Fait qu'il y avait rien qui m'accrochait. Mais t'as fait l'exercice de peut-être... Oui. OK, parce que c'était comme... Ouais, je vais vraiment appeler ça Jérôme Lapierre architecte. C'est un peu comme... C'est-tu prétentieux d'appeler mon propre studio par mon propre nom, mais... Ça a toujours été la question, puis c'était jamais le désir que mon nom soit sur la porte, OK. vraiment. Mais là, en ayant... Fait que là, bon, j'ai lancé Jérôme Lapierre architecte en 2020. Puis en 2021, ben, on commençait à être un peu post-pandémie parce que j'ai travaillé de la maison pour la première année. Et là, j'ai Tu t'es lancé comme en même temps que la pandémie, dans le fond. janvier 2020, puis Oh, wow. pandémie, mars 2020. 3 mois après, Ouais. OK. Mais ça a été quand même un moment où est-ce que les gens se sont rendus compte de l'importance Ça a été d'avoir des prospère espaces là, de pour qualité. tout le domaine de l'habitation. Oui, En tout cas, il y avait des projets. Là. oui. Ouais, Fait ouais. que ça a été, au final, quand même un bon moment pour Ouais. se lancer, même si c'est un peu paradoxal de le penser comme ça. Mais un an plus tard, ben, j'ai trouvé un studio à investir, pour avoir le bureau dans un espace physique, ben, pour accueillir les clients, pour afficher ce qu'on fait sur les murs, parce que c'était un peu trop concentré dans l'ordinateur à la maison. Fait que j'avais envie un peu de sortir là, de l'écran, puis que ça puisse... qu'on puisse travailler, puis que quand on fait nos maquettes, qu'on puisse les mettre dans les vitrines ou les garder, avoir de la place pour travailler, bref, au final. Travailler en équipe aussi. Puis travailler en équipe, Oui. autour d'une grande table, puis d'apprendre l'un de l'autre aussi à travers la journée. Ça, c'est quand même vraiment puissant, là. C'est l'apprentissage qu'on fait puis qu'on a l'un de l'autre à travers les différents projets. Puis le studio que j'ai, mais il y avait une énorme enseigne. Parce que c'était un ancien nettoyeur avant, une teinturerie française. C'est là que je m'en venais. C'est ma prochaine question. Qu'est-ce qui est écrit? C'est célébrer l'ordinaire. Oui. Parce que j'avais pas besoin de m'afficher, j'avais comme pas envie. C'est pas écrit Jérôme Lapierre architecte. C'est écrit en lettres sur le vitrage de la vitrine. Tout petit. Mais au final, nos clients sont partout au Québec. Oui. Même, on avait très peu de projets à Québec même. Tu travailles où principalement? C'est souvent des projets en nature, là, donc Charlevoix, Laurentides dans le nord de Montréal, Canton de l'Est, Saguenay. On parle de chalet ou on parle de résidence comme... Des résidences secondaires, mais qui deviennent des résidences permanentes à un moment de la vie, parce que souvent les clients peuvent la faire quelques années avant de prendre leur retraite, puis ils s'installent là pour de bon après. Puis pourquoi cette demande-là est venue pour ce type de projet-là? Tu penses que tu t'es comme... Est-ce que c'était voulu? Tu voulais t'orienter vers ça ou ça s'est fait de façon... Je pense que c'était naturel. C'était comme naturellement il y organique. avait un fit. Oui, il y avait un fit. Je pense qu'il y a aussi... J'étais peut-être un peu associé avec l'idée de maison nature, mais plus que j'avance là, avec mon studio, ça fait 5 ans, presque 6 ans, là, les gens reconnaissent qu'on sait faire de l'urbain aussi. Fait que là, les gens nous appellent, dans le quartier Montcalm, les gens nous appellent,
Puis on commence à avoir quand même quelques projets dans le quartier. Puis Ben, ça, c'est vraiment T'en as fait très dernièrement, il me semble, il y en a un qui est sorti qui était, ben pas une restauration, là, je sais pas comment appeler ça, mais d'une maison, je sais pas si c'était patrimoniale, là, mais dans Montcalm, justement. la résidence du parc, C'est ça. qui était notre première commande urbaine. On était vraiment T'étais contents. content, oui. Vraiment contents. Des clients super, parce que souvent, je trouve qu'on oublie de mentionner les clients. Mais c'est grâce à eux que, on fait notre travail, mais c'est grâce aussi au fait qu'ils font confiance puis qu'ils embarquent dans cette aventure, cette démarche de faire un processus de conception en architecture. Mais j'imagine qu'un client qui va vers un architecte puis qui a je veux pas dire un style, mais tu sais, qui voit un peu ce que tu fais, ben clairement que c'est parce qu'il a envie d'avoir quelque chose qui va être dans les cordes de ce que tu réalises habituellement. Oui. Est-ce que les gens ont... Tu sais, est-ce que ça... Tu soumets une idée puis c'est comme... Les gens sont oui, on prend tout, ou il y a beaucoup de... Tu sais, comme de changements, modifications. Réussis-tu à... Ben, on n'a pas une approche d'architecte diva qui impose. Diva? Oui, ben, Okay, tu sais, parce qu'il y a des star architectes internationales, là, tu sais, des grands architectes qui... on n'impose pas, puis je pense... Mais les gens viennent nous voir pour la raison de ce qu'on offre comme projet, puis pour faire ce qu'ils voient souvent dans les photos, ben il y a du travail en amont, puis tu sais, je veux dire, on est là au chantier, on suit tout, puis c'est vraiment un travail extrêmement précis, puis d'acupuncture. Fait que quand les gens nous appellent pour avoir un peu, pas ce résultat, ben, je reste ce résultat-là. Signature. Oui. Ouais. Ben c'est sûr, c'est que ça vient avec un laisser-aller puis une confiance, tu sais. Donc, on réussit, je pense, à bien exprimer. Le fait d'enseigner, moi, je trouve ça super important d'avoir cet aspect pédagogique. Je pense que être pédagogique Ça t'aide avec le client. Avec les clients, c'est important. D'expliquer les choses, je pense que c'est vraiment... puis je pense que souvent, ce qu'on retient de nos clients, c'est qu'on est vraiment à l'écoute. Je pense que ça, c'est une qualité qu'on a au studio, qu'on transmet vraiment dans les projets. Quand les clients viennent nous voir, il y a une espèce de cohésion commune, puis de back and forth. Puis les clients, ils ont des bonnes idées. Nous, on rebondit là-dessus. Des fois, il y a un truc qui nous surprend, qu'ils peuvent nous proposer. Non, on n'est pas sûr, mais on va l'essayer. On l'essaye. Finalement, c'est intéressant. Des fois, non, on fait une contre-proposition. Fait que cette espèce d'équilibre-là, puis c'est une relation qu'on a avec les clients, puis ça permet d'arriver au résultat. Fait que tu n'as jamais l'impression d'avoir une espèce de signature, puis que finalement, tes projets finissent par se ressembler, ou il y a quelque chose qui demeure comme « Ah, ça, c'est du Jérôme Lapierre ». Bien, j'ai la conviction qu'il faut se réinventer constamment. Je pense que les gens viennent nous voir pour une certaine signature. Je pense que nos projets sont une certaine chaleur, mais on essaie, tu sais, ça fait 15 ans que je pratique, mais le bureau, il est relativement jeune, il y a 5-6 ans. Je pense qu'en début de pratique, c'est important aussi de montrer que les projets sont tous différents, qu'on est capable de montrer la potentialité à travers la palette de projets qu'on fait. Puis même, on fait beaucoup de voyages de recherche, de voyages d'études. J'amène l'équipe à l'étranger pour voir d'autres projets qui sont un petit peu plus edgy, un peu plus... qui sortent de ton célébré l'ordinaire. Et qui sont plus rough un peu, parce que ça m'anime aussi d'être dans des matériaux qui sont plus bruts encore. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de blanc, mais si on travaille encore plus avec la matière brute, je pense que ça serait vraiment intéressant. Puis j'essaie de l'intégrer à travers les projets, mais de manière douce et pour tranquillement faire évoluer cette signature-là. C'est ça, ta pratique évolue, même toi, ta mentalité par rapport à tout ça. Je trouve ça essentiel. OK. Ouais. Fait que ton célébré l'ordinaire est encore tout à fait pertinent parce que tu parles de matière brute, fait qu'il y a quelque chose d'ordinaire là-dedans. Exactement. Là, puis pour revenir un peu à ça, c'est que c'était une immense enseigne que j'avais qui était vide. Puis là, j'avais pas envie d'avoir mon nom sur cette enseigne-là. Puis là, on a essayé de voir, OK, c'est quoi l'espèce de leitmotiv qui nous habite, nous, bureaux? Ben, c'est ça, c'est célébrer l'ordinaire, c'est dans les matières qu'on utilise, c'est dans la manière dont on fait entrer la lumière dans les projets. Cette lumière, ce soleil-là, il est souvent teinté avec des feuilles, des ombres qui scintillent, puis qui font que, dans le fond, les projets deviennent extrêmement vivants. Mais cette lumière-là, c'était pas de surface, c'était pas de mur, de plancher ou de matière réfléchissante. Ben, tu peux pas accueillir cette lumière-là, tu peux pas accueillir ces percées visuelles-là. Fait que ça fait en sorte que l'architecture, la manière dont on façonne notre architecture, c'est fait pour, entre autres, célébrer ces petits bonheurs-là de la vie. Les petites choses. Que quand tu prends ton café et que tu as cette lumière-là dans un espace de qualité, ça nous fait du bien, ça nous rend heureux.
Fait que c'est pour ça que c'est arrivé. Puis que cette enseigne-là, dans le fond, elle est maintenant tapissée de Célébrer l'ordinaire. Puis c'est pour redonner à la rue aussi, parce que quand on marche dans la rue, on voit Célébrer l'ordinaire. Oui, tu vois pas bureau d'architecte Jérôme Lapierre. Non, c'est c'était ça pas, que tu vois. c'était pas le but, mais tu dis, ça fait sourire. Tu sais, je vois les gens, ils ont un petit sourire, ils se tournent la tête, là, ils voient le chien dans la vitrine. Fait il y a comme plein de choses là, qui sont sympathiques, je trouve, pour redonner à la rue, au-delà de dire on fait des projets. Là. Je comprends. Puis, j'étais surprise de voir que, à moins que ça allait changer, que tu n'avais pas de designer d'intérieur dans ton studio. Puis là, j'ai peut-être compris pourquoi. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais tu sais, pendant ton voyage à Copenhague, tu disais que tu as comme réalisé que eux, les études, la façon qu'ils apprennent puis qui évoluent, c'est vraiment plus quelque chose qui est... comment tu disais ça? C'est autant l'architecture que le design, que l'urbanisme, que le design industriel. C'est-tu parce que pour toi, tu es dans la pluridisciplinaire puis que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir ce service-là à l'interne parce que ça te passionne puis que tu aimes ce volet-là aussi? Oui, c'est ça. On aime beaucoup ce volet-là aussi. Puis on continue de penser que ça fait sens de continuer à tout choisir l'intérieur avec le client dans la lignée de pensée qu'on a amené comme il y a 1 an et demi avec le client, là, que tout ça, ce processus-là... il fait du sens. Il fait du sens tout jusqu'au ensemble. bout. Puis j'aime me promener à travers les échelles. Je pense qu'on en parle peut-être pas encore assez, mais on travaille à l'échelle urbaine avec des municipalités. On travaille à l'échelle de l'architecture, on travaille à l'échelle du design intérieur ou de l'architecture intérieure. Ouais. Et même, on dessine des meubles, on dessine des tables. Donc, on ne se prétend pas à être... un designer industriel par excellence, mais quand même, on a ce souhait-là, cet intérêt-là. Puis même, là, dans un chantier d'école, en ce moment, même avec la signalétique, on travaille à faire quelque chose de le fun qui est dans la continuité pour la signalétique. Fait que même le graphisme, à la limite. Puis je veux pas vraiment pas me prétendre, parce que chaque chose a son métier, sa profession, mais on aime toucher ces échelles-là, je le dirais comme ça. Puis de se promener à travers ça. C'est pas pour rien qu'il y a des compagnies comme LG2, Sidley qui ont leur propre bureau d'architecture éventuellement. C'est tellement intimement relié. Ouais. C'est du design sous toutes les formes, ultimement. Fait que t'aimes faire de la sélection de matériaux, tu sais, de robinetterie, ou t'es pas dans ce détail-là? Oui, ça fait partie, là, toi. Oui. Là. Mais c'est clairement pas tous les architectes qui ont qui aiment cette portion-là. Non, tu as raison. Tu sais, souvent, ça peut s'arrêter plus à la forme, à la volumétrie, à l'expérience, finalement. Mais oui, c'est sûr que le choix de la robinetterie, je veux dire, c'est quelque chose... Ça fait partie. Oui. Puis un mauvais robinet rend pas bien l'espace. Absolument. Puis est-ce qu'il y a des compagnies locales? J'imagine que tu es le genre de gars à quand même encourager ce qui se fait ici. Est-ce que tu as des compagnies avec lesquelles tu aimes travailler, qu'on peut faire découvrir? As-tu des chouchous? As-tu des brands comme ça que tu pourrais nous parler que tu aimes particulièrement? Grande question. Mais c'est sûr qu'on a quand même des fournisseurs clés là, qui font partie de... Oui, comme ton ébéniste, ça je comprends. Tu travailles sûrement toujours avec le même, mais tu sais, comme des artisans d'ici, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimes intégrer dans tes projets de certains artisans ou certains fabricants locaux? Mais je t'avoue que quand on travaille dans le nord de Montréal, on essaie d'aller chercher des gens locaux. Fait que c'est une nouvelle personne, mais que par le portfolio de projets qu'ils font, on se rend compte qu'ils sont capables de faire ce qu'on veut faire. Tu sais, on y va vraiment un peu de cette manière-là parce qu'un soudeur ou un ferblantier va être capable de le faire d'une région à l'autre. C'est juste de trouver la bonne personne. Mais localement. Localement. Puis c'est le fun de... Puis y arrives-tu? Oui, vraiment. Ouais. Puis l'aide d'entrepreneur aussi est là parce que lui a déjà peut-être travaillé dans la région avec quelqu'un du coin. Fait qu'on est super ouvert à ça. Puis c'est le fun de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Mais c'est sûr qu'il y a certains fournisseurs qui nous suivent à travers le Québec dans nos projets, là. Oui, que tu ne vas pas déroger. Là, mais comme le bois, les fenêtres, ces éléments-là. Tu travailles avec les mêmes compagnies. Les ébénistes, oui. Quand tu travaillais avec Pierre Thibault, tu as eu la chance de participer, si je ne me trompe pas, à un lab école. Oui. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Là, j'ai lu beaucoup là-dessus. Là, je comprends que ça a été fondé par 3 personnes. Tu as Pierre Thibault, Pierre Lavoie, puis Ricardo. Exact. Explique-moi un peu ça, puis ton implication, en fait, dans le lab école auquel tu as grand projet de ce grand projet, juste qu'on comprenne, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi le projet de lab école.
Donc, le projet Lab École a commencé en 2017. C'est un projet qui tentait de revoir complètement l'univers scolaire primaire parce que les écoles étaient faites sur la forme du Plessis, qui est le corridor central avec des classes de chaque côté, puis des vestiaires dans le corridor. Comme les appartements. Exactement. Et c'était aussi souvent un type d'école qui invitait à enseigner en randonnion. Tu veux dire que les élèves sont assis là, comme on a appris, comme on a eu nous autres. Là. Et les écoles que Ricardo, Pierre et Pierre ont vécues, c'est les écoles que toi et moi on a vécues, puis que encore, nos enfants vivent de cette manière-là. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut changer ce paradigme-là de l'espace physique pour que l'école DRAB puisse continuer d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on demande d'avoir des bons citoyens qui ont un savoir-être, qui sont où est-ce que la pensée critique est extrêmement importante parce que toute l'information est dans nos téléphones maintenant. C'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration parce que là, tout professionnel doit être travailler en multidisciplinarité. Donc, mais comment est-ce que l'école primaire peut participer à développer ces bons citoyens-là? C'est-tu parce que nos écoles étaient comme dues pour être reconstruites parce qu'elles étaient désuètes qu'il y a eu cette espèce de principe-là qui a vu le jour, puis pourquoi ces trois gars-là, comment ils se connaissent? Bien, Pierre Thibault avait été invité à Tout le monde en parle pour parler justement du livre là, « Ici la beauté rendait heureux ». Pierre Lavoie a vu que Pierre Thibault était à Tout le monde en parle, puis qu'il avait aussi le souhait de faire des écoles, puis changer. Parce que Pierre Lavoie, en fait, s'implique déjà dans les écoles depuis très longtemps, au niveau peut-être plus sportif. Oui, les cubes énergie, tout ça. Puis après ça, ils ont joint Ricardo, qui était aussi intéressé au projet, parce que l'alimentation est important dans l'éducation, pour faire les bons choix alimentaires. Parce que quand on arrive au secondaire, on a parlé de la malbouffe souvent, là, il n'y en a plus dans les cafétérias, mais être capable, à un âge, de faire les bons choix alimentaires, comprendre que la tomate ne pousse pas chez IGA, et comprendre que, dans le fond, l'horticulture est importante aussi, puis qu'on peut faire des fractions, des multiplications en faisant la cuisine. Donc, pas juste en étant assis derrière ton pupitre avec un tableau puis un professeur en avant. Exactement. Tu peux apprendre l'histoire, la géo avec une recette. Je veux dire, c'est tellement... Quand on le regarde un peu sur... On appelle ça de l'apprentissage différencié. C'est que tu sors de la classe puis que l'école au complet devient ton univers d'apprentissage. La cour d'école t'apprend toute la biodiversité. C'est une cour qui est verte puis qui est pas asphaltée. Jardin, etc. Etc. Fait que c'est de voir un peu comment ces trois domaines d'expertise-là, ou trois grandes sphères, pouvaient, mises ensemble, générer un nouveau projet de société. Puis là, on a bâti le Lab École. J'étais vraiment au tout début là, avec les fondateurs. Mais le Lab École, c'est le concept ou c'est comme ça qu'on appelle ces nouvelles écoles-là? Mais c'était l'idée de faire des écoles laboratoires. OK. Chose que ça veut dire quoi, une école laboratoire? Mais c'est de faire un laboratoire pour tester des choses et de se permettre de se tromper en vue de faire peut-être une approche après ça qui est... Éventuellement développer le meilleur modèle possible, dans le fond. Oui, exactement. Okay. Puis on le fait dans différents contextes québécois. À Québec, une école résolument urbaine, à Saguenay, à Masquinongé, à Gatineau, à Sheffield, à Rimouski. Vous en avez fait plusieurs, là. Au total, il y avait 6 lab-écoles. Okay. Et on a fait de la recherche-création, qu'on appelle, qui est l'univers de recherche en architecture, qui est appuyé sur la littérature scientifique pour montrer avec les études comment que l'espace a un impact sur l'apprentissage. On est allé voir une centaine d'écoles au Québec. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait des bons coups un peu partout, mais qu'il n'y en avait pas une qui rassemblait tous les bons coups en un seul projet. On est allé voir des projets à l'étranger, puis là, on s'est rendu compte que le corridor central avec des classes de chaque côté, bien, ce n'est pas le seul modèle non plus qui existe d'école. Si on veut encourager la collaboration, il faut des genres de petites places publiques autour que 4-5 classes tournent autour. Donc, les élèves peuvent sortir de la classe, aller collaborer. Les profs peuvent faire du team teaching dans un espace autre que leur classe. Tu as fini ton examen plus tôt, tu t'en vas dans l'espace public pour travailler. Donc, c'était de voir comment est-ce que l'école peut évoluer avec d'autres typologies. Il en existe 6 autres typologies. Et on a développé des incontournables. Après ça, on a nommé des projets qui pouvaient être des lab-écoles à travers toutes les régions. On a créé le premier concours d'architecture depuis les 50 dernières années. Ça, c'est vraiment super. Puis ça, tu m'en as déjà parlé. On fait un petit aparté, là, mais c'est quoi un concours d'architecture? Puis pourquoi ça existait? Pourquoi ça n'existe plus? Puis là, pourquoi vous l'avez fait? Mais un concours d'architecture, c'est souvent
fait au Québec pour l'équipement culturel. Fait qu'on va parler de bibliothèques, on va parler des musées. Ça, il s'en fait des concours quand c'est des projets comme ça. Exact. OK. Mais l'univers scolaire primaire, il n'y en avait pas. Il y en a eu un concours il y a 50 ans, mais c'est tout. Mais le concours, là, c'est la meilleure manière de pouvoir faire augmenter la qualité des projets. Parce que tu permets à tout le monde... D'y participer. Fait que tu permets à des firmes, des jeunes firmes, de tenter de gagner, d'être lauréat et donc d'avoir accès à un portfolio qui est différent. Parce qu'une jeune firme, elle ne sera pas capable, dans un temps normal, de dénicher un gros contrat comme ça parce qu'elle n'a pas de réputation? Bien, il faut, dans un univers d'appel d'offres public, il faut que tu aies fait 3 écoles avant, dans les 5 dernières années, pour avoir accès à faire une école. Quand est-ce que tu peux en faire une, s'il faut que tu en aies fait 3, tu sais, Bien, c'est ça. Fait que c'est comme un cercle vicieux qui fait en sorte que c'est tout le temps les mêmes firmes qui faisaient les écoles au Québec, puis qui répétaient un peu le même moule. Donc là, on a voulu casser un peu ce moule-là en amenant les concours pour donner accès à une commande à d'autres types d'architectes. Même les architectes, pas nécessairement de la relève, mais qui ont une certaine... qui n'ont jamais fait d'école. Mais qui n'ont jamais fait d'école. Fait que ça, c'était une manière d'élever le niveau puis de mettre tout le monde en compétition. Puis je donne toujours l'exemple, quand on s'achète un vélo, là, ben, dans le fond, tu regardes les composantes, tu regardes un peu les différentes gammes, puis par rapport à tes besoins à toi, tu as peut-être 3 choix qui s'offrent devant toi, mais tu choisis le meilleur vélo en fonction de tes besoins. Tu choisis pas le vélo selon un CV ou... mais c'est un peu ça. Quand tu choisis un projet sur base de concours, ben, tu as un projet devant toi, que tu es capable de le choisir pour les bonnes raisons. Donc, ça fait en sorte que, par rapport à la commande publique par offre de service ou de CV, ben, ça fait en sorte on est ailleurs complètement. Là. Puis, tu dis que ça avait eu lieu il y a 50 ans, puis ça avait plus lieu. T'sais, y a-t-il une raison qui explique que ces concours-là, maintenant, ça avait plus lieu d'être, puis que là, peut-être qu'on reviendrait vers ça idéalement? Mais je pense que l'univers scolaire était quand même un univers conservateur. Je pense que là, ça change. Ça évolue. Ça évolue. Nous, on souhaite qu'il y ait le plus de concours possible. Est-ce que c'est possible de le faire à tous les projets d'école? Je ne sais pas, mais ça, on se dit que juste la moitié des écoles... C'est déjà ça. Oui. OK. Puis là, concrètement, donc, tu me parles de 6 lab écoles. Oui. Qui sont terminées, qui ont vu le jour. Mais là, ces lab écoles-là, c'est pour expérimenter les concepts ou c'est vraiment des écoles... C'est comme... C'est des écoles qui, au final, ça fait 8 ans là, que le Lab École existe et là, se termine c'est cette année, là. Cette année. Ouais. Ça fait en sorte qu'on a testé des nouveaux espaces pour collaborer. Les vestiaires sont plus dans les corridors, sont gérés dès l'entrée. Il y a des gradins, il y a des cuisines. Vous les analysez, ces 6 espaces-là, dans le fond. Puis il y a des chercheurs qui ont fait, là, dans la dernière année du Lab École, qui ont évalué les projets pour faire une étude post-occupation. Ça, c'est extrêmement rare que ça arrive. Ça, c'est génial parce qu'après, on va pouvoir rebonifier, ajuster les projets d'école subséquents. Puis on souhaite que le ministère et le gouvernement puissent vraiment prendre ça en compte. Fait que l'idée de ces 6 lab écoles-là, c'est qu'éventuellement, les décideurs se basent là-dessus pour faire les prochains concepts. Exact. OK. Parce qu'on sait si ça... On ne sait pas le résultat de ça encore. L'étude est sortie sur le site web du Lab École. Donc, on est en mesure de voir déjà les bons coups, justement, du Lab École. Là. OK. Fait qu'on espère que ça va influencer les prochaines constructions. Exact. Parce qu'au Québec, j'imagine qu'on est quand même dû à plusieurs endroits là, pour refaire nos écoles. Là. Oui, la rénovation est quand même un élément important. Puis souvent, quand on rénovait une partie d'école ou qu'on faisait un agrandissement à une école, on ne touchait pas l'existant. Donc, il y avait vraiment un clash entre le nouveau et le vieux. C'est ça, c'est pas juste des constructions neuves, ce que vous avez fait. Il y en a que oui, mais il y en a que ça a été des ajouts, des rénovations. Tout à fait. OK, super. Fait que ça donne vraiment le ton d'une nouvelle ère d'école. C'est un changement sociétal révolutionnaire, honnêtement. Là. Je suis extrêmement fier d'avoir pu participer à ce projet-là parce que ça a changé, honnêtement, le Québec. Tout le monde s'est intéressé à l'éducation aussi sur ces années-là. Puis de voir comment est-ce que ça peut avoir un impact extrêmement direct sur plein d'autres sphères sociétales, sur la santé, sur plein d'autres éléments, pour créer des bons citoyens de demain. Fait que là, c'est la fin parce que, bon, le projet se termine. Il y avait 6, c'est ça qui était voulu dès le départ. Ouais. Fait que là, l'analyse est faite, puis c'est la fin de ce beau projet-là, mais on espère que ça va avoir un impact pour la suite, pour le futur. Tu parlais d'enseignement tantôt. D'où est-ce que ça devient, ce besoin-là? Parce que j'ai l'impression que c'est pas juste un intérêt, mais un besoin de transmettre ton savoir ou d'enseigner. D'où est-ce que ça t'est venu? C'est une bonne question. Je pense que c'est le contact humain
C'est le contact avec les autres. Tu sais, je pense qu'au final, puis d'avoir l'humilité que quand tu enseignes, tu apprends aussi des étudiants, puis que c'est vraiment un échange. Tu donnes, mais aussi eux te redonnent. Puis de développer ces relations-là, ces contacts-là, je trouve ça vraiment fort, vraiment puissant. Puis sentir que tu fais une différence dans le parcours, je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'anime vraiment dans ça. Puis, tu sais, vraiment des poussées, là. Tu sais, ils ont une soif d'apprendre, vraiment d'amener ça plus loin. Non, puis c'est beau de voir les étincelles dans les yeux, puis d'être fier d'eux. Il y a vraiment là, plein de choses à travers ça, qui est aussi, d'un point de vue pédagogique, bien, il y a des manières, il y a des choses à faire, mais après ça, c'est du côté humain aussi. Tu sais, c'est vraiment... je trouve l'enseignement, c'est quand même un acte de générosité, là, Mais ça te donne beaucoup à toi-même. mais ça me redonne vraiment beaucoup d'énergie. Ouais. C'est ça. Puis, dans le fond, comment tu fais pour... Tu sais, t'enseignes, je comprends, à l'université, à l'École d'architecture de Québec. Oui. Tu as ton bureau d'architecture. Oui. Comment tu... tu es un gars occupé, là, j'imagine que ça... Oui, ben, j'aime être occupé, mais je trouve que la pratique bonifie mon enseignement académique, puis que l'académique bonifie ma pratique. À l'école, à l'université, on pose des questions vraiment existentielles sur vers où qu'on s'en va, sur la société, sur comment l'architecture peut avoir un impact sur des changements. Après ça, dans ma pratique, on tente de le faire à travers nos projets. Il y a des contraintes, il y a des enjeux financiers, budgétaires, le type de commande qu'on a aussi. Mais je trouve que cette espèce de back and forth, d'aller-retour, moi, je trouve, est vraiment profitable pour notre pratique aussi, puis pour l'enseignement que je fais. Moi, je trouve que les deux ensemble, là, je me sens vraiment C'est un bel sur mon équilibre X. pour toi, là. Ouais. Puis comment tu vois les architectes de demain? Parce que là, tu les côtoies... c'est quoi? C'est à chaque semaine? C'est quoi le pourcentage d'enseignement dans ta semaine, disons? C'est une journée et demie par semaine d'enseignement, quand même. puis le reste, je suis au bureau. Puis aussi, ben, les journées que je fais à l'université, ben, je récupère le soir, là, nécessairement. Absolument. Comme tout entrepreneur. Mais comment je vois ça, c'est que je trouve on a vraiment, tu sais, en général, on a vraiment du talent au Québec. Puis c'est le fun de voir là, l'espèce d'engouement. Puis je trouve on a des jeunes qui sont engagés aussi. Puis tu sais, j'enseigne principalement à la maîtrise. Puis je vois une espèce de maturité, de vouloir faire du changement, puis de laisser leur marque, puis leur trace. Puis ça, je trouve ça vraiment inspirant pour la suite aussi. De faire confiance à ça, de leur faire déployer leurs ailes, de s'émanciper. Je trouve ça vraiment... Des fois, il y a comme des choses qui se disent sur la génération ou sur, tu sais, comme les jeunes d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis l'impact que le cellulaire a pu avoir. Puis, tu sais, toi, tu perçois pas de façon négative cette génération-là. Globalement, non. Mais tu dois percevoir des choses qui sont différentes de ton époque. Je vois un changement, Ouais. c'est sûr. Ouais. Même juste des fois sur le temps investi dans leur projet à l'école. C'est moins Mais ça varie qu'à parce notre que, époque. tu sais, au final, on a des outils tellement plus performants aujourd'hui. Tu as moins de temps à mettre pour arriver à un résultat qui est peut-être similaire. Peut-être, mais ça permet de donner plus de temps à la conception. OK. Tu sais, tout ça est un équilibre. Je pense que j'ai la chance aussi de côtoyer des bons étudiants en général. Mais comme tu disais, c'est tellement de travail, le bac en architecture, que tu peux pas arriver là et dire que ça va être un long fleuve tranquille. Là. Non, exact. Il faut que tu travailles fort. Puis quand tu enseignes à la maîtrise, bien souvent, ben, les étudiants en troisième année sont partis faire une session à l'étranger. Fait qu'ils reviennent, sont vraiment motivés, Ouais. ils ont vu plein de choses. Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment un univers créatif stimulant. Puis je serais pas prêt à dire que les générations ont vraiment changé. La pandémie a peut-être eu un impact dans les... Mais là, je sens qu'il y a une espèce de nouveau souffle là, OK. aussi. Ouais. Non, mais c'est le fun. Je savais pas, mais tu m'as appris que tu avais participé avec Pierre au livre « Si la beauté rendait heureux ». Fait que tu as collaboré sous quelle forme dans ce C'est que livre-là? le dernier chapitre, parce que c'est un entretien avec François Cardinal et Oui. Pierre Thibault, le dernier chapitre se passe à Copenhague. Oui. Donc, puisque j'y ai habité quand même un certain temps, je connaissais bien la ville, j'avais certains contacts aussi de professionnels, de gens à la ville et tout ça. Fait que ça m'a permis de faciliter plein de rencontres stimulantes pour générer des lieux Oui. pour faire La rédaction. la rédaction, avoir l'échange entre Pierre et François. Fait que non, c'était puis de les guider à travers la ville, puis d'avoir un impact là, sur ce chapitre-là nécessairement. Là. Puis si je te pose la question, est-ce que la beauté rend heureux, selon Jérôme Lapierre?
Absolument. Absolument. Puis est-ce que ça s'adresse à tout le monde, selon toi? J'ai l'impression qu'il y a tellement une hiérarchie ou une inaccessibilité à certaines classes sociales, à l'architecture, au beau, au design. Comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que le beau est subjectif, là, c'est relatif à oui, pour chaque chacune, personne. chacun, mais fondamentalement, je crois que quand tu es entouré d'un espace de qualité, d'un espace esthétique, ben c'est sûr que, là, nous, on prêche un peu pour notre paroisse, mais ça reste que moi, je suis extrêmement fasciné par des détails, la manière dont la coupe d'une plaque mince pour une table, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose. Pour rendre heureux. Comme tu parlais de rayons de soleil tantôt au travers d'une fenêtre. Ou... c'est pas obligé d'être des choses qui coûtent cher. Je pense que même dans le logement social, là, souvent on voit en France, le logement social est le logement de plus grande qualité. Je pense qu'au Québec, on aurait besoin là, de donner beaucoup d'amour au logement social. Puis de faire des espaces qui sont purs, qui sont plus bruts, d'accepter d'avoir une frugalité, là. Frugalité étant un mot qui tend à aller vers le plus minimal possible, mais qui, dans la matière brute, se révèle une beauté intrinsèque de la matière, ce qu'elle a à nous offrir, la matière. Avec ses détails, puis tout ce qu'elle a à apporter. Parce que malheureusement, je trouve qu'on tend vraiment comme société à aller vers une esthétique aseptisée, qui va être une architecture ou des intérieurs qui sont génériques, que tu sois à l'aéroport, au centre commercial, dans la maison, par l'absence de matière ou de texture? Ou... Texture, matière, vrais matériaux. Avec les imitations, là, souvent. Ouais. Au final... Toi, t'en mets pas de ça dans tes projets? Non, impossible. Oui, c'est ça. Mais tu sais, un bloc de béton, ça peut être beau. Oui. Ça coûte pas cher. Oui. Mais si tu as, par exemple, un architecte qui réfléchit à la mise en place pour que les détails soient foncièrement de qualité et esthétique, mais tout à coup, ton mur en bloc de béton peut s'avérer quelque chose de vraiment beau à regarder. C'est pas nécessairement que ça va coûter cher, c'est de prendre le temps de réfléchir. Puis aussi, c'est lorsqu'on engage des professionnels, bien, ton budget n'est pas obligé d'être illimité, mais c'est d'accepter de payer des honoraires pour se donner le droit d'y réfléchir puis de trouver des stratégies avoir les meilleures moins solutions. chères. Ouais. Exact. Je comprends. Mais ça fait le tour. Fait que je vais finir avec mes 10 questions en rafale. Ta couleur chouchou, Jérôme Lapierre, t'en as-tu une? Parce que tu mets pas beaucoup de couleurs dans tes projets. Tu sais, je veux dire, c'est pas éclatant, non. Disons. Mais choisir un blanc, c'est choisir une couleur. Ah, mais ça, c'est compliqué. Ouais. Absolument. Non, mais moi, je pense quand même que les intérieurs sont extrêmement dominés par les saisons. Un feuillage extrêmement vert chlorophylle au mois de juin, le lilas qui apparaît, pour toi, tout ça, ça vit avec l'intérieur de la maison par la fenestration? Oui, parce que nos maisons nos espaces, même que ce soit des écoles qu'on fait, sont extrêmement fenestrés. Quand c'est l'automne, ben il y a des teintes orangées qui apparaissent et tout ça. Mais j'ai quand même un petit faible pour le vert en général. À cause de la nature, probablement. Je sais pas, mais je trouve que c'est une belle couleur. OK. Construire ou rénover? Aujourd'hui, il faut dire rénover. Mais disons qu'il ne faut pas dire rien, là. Pour toi. Mais je pense honnêtement qu'on a un vraiment beau patrimoine bâti, puis qu'il faut le rénover. Puis le rénover, c'est pas juste de garder des façades pour tout démolir après puis reconstruire. Tu sais, je pense que... Même à l'intérieur, il faut trouver une manière. Lorsqu'on peut plus parce que la qualité n'est pas là, on reconstruit. Mais tu sais, dans le fond, dans notre approche aujourd'hui, il faut tenter de rénover en premier, puis de faire des ajouts aux besoins. Puis des fois, on se rend compte qu'en réaménagement de l'espace intérieur, on n'a peut-être pas besoin d'agrandir autant que ça non plus. Absolument. Puis la construction neuve, ben, c'est aussi... Moi, je vois pas que la construction neuve est comme le seul moyen d'émancipation. Là, dans la rénovation, tu as de la contrainte, tu as plein qui t'amènent à t'émanciper comme concepteur. Mais aussi, faire un bâtiment neuf amène d'autres possibilités, mais c'est beaucoup de CO2 construire. Tu sais, pour la planète, il y a beaucoup d'empreintes carbone. Écologiquement parlant, rénover est une meilleure avenue. Totalement. Que de démolir clairement puis que de reconstruire. Mais disons qu'on parle d'un terrain vague et libre. Au final, est-ce que ça se... Bien, c'est une belle opportunité de concevoir des espaces en symbiose avec le contexte, qu'il soit urbain ou naturel. Absolument. Ouais. Ta plus grande folie design, en fais-tu des folies, tu sais, comme pour ton chez-toi? Tu te gâtes-tu? Plus grande folie?
Non, mais c'est vraiment anecdotique. Là. Ben, tu parles de chez moi, là, mais j'ai fait une petite lanterne là, au toit pour avoir une terrasse en toiture. Puis on a failli pas le faire. À la veille. Mais explique-moi une lanterne, je comprends pas. Il y a un petit, Un puits de lumière? un genre de cube vitré à l'étage, là, OK. au dernier étage, qui nous permet de sortir au toit. OK. On a failli pas le faire à la dernière minute. Puis on s'est dit, OK, non, on le fait. Là. Mais c'est juste d'avoir le guts. Je pense que c'est le guts de nos gestes. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est ce qui a pris c'est ce qui a fait que ça a doublé la valeur du lieu, là, tu sais, financière. Là. Puis Ça- au final, moi, au quotidien, Ça te... c'est incroyable Parce que la c'est qualité de lumineux. lumière qui arrive là. Aussi. Ouais. Puis après ça, ben, d'avoir un ajout contemporain, franchement contemporain. Parce que toi, tu habites dans un espace ancien. Oui, du OK. début du siècle, OK. de 1916. Puis ce contraste-là, il est vraiment le fun. Je serais curieuse de voir ça. Mais je dis pas que c'est une folie, mais dans le fond, c'est de dire... dans C'est fond, le guts d'avoir c'est eu le guts. d'oser Ouais. tu sais, de faire... Puis même des fois, là, dans les projets, on se dit, OK, ça, c'est un Christy de gros geste, là, mais on le fait. Puis on convainc le client qu'il faut le faire. Puis les clients embarquent. Le client embarque. Puis au final, C'était ça. c'était ça. C'était ça l'élément. Parce qu'au final, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut juste que l'essence de nos gestes soit claire, puis que ça ne soit pas multiplié à plein de choses banales puis peu importantes dans le Mais y a projet. toujours une raison derrière? Tu sais, comme ce que tu as mis chez toi, c'était quoi? C'était pourquoi? Ben, c'était pour accéder au toit. C'était pour accéder Mais au ça toit. aurait pu être juste être un escalier fermé. Oui, mais là, tu as décidé de le faire vitré. Ça laisse rentrer la lumière. Fait qu'au final, ça vient multiplier les effets. Exact. Dans ta maison... non, excuse-moi. Dans quel endroit de ta maison tu passes plus de temps? Ben... Je pense que c'est la salle à manger. Oui. Parce que je travaille le soir. C'est ça, tu travailles dans ta salle à manger, t'as pas de bureau. Mais c'est une salle à manger avec une table ronde qui invite à discuter. Tu sais, Ok. bon, puis qui a une belle vue au loin. Ouais. Salle à manger. Ta maison de rêve, elle se trouve en ville, en banlieue ou à la campagne? Parce que j'aime tellement la ville. Là, t'es en ville, là, Ça présentement. simplifie tellement ma vie. Je vais Ouais. travailler à pied, je vais enseigner à pied. C'est sûr qu'il y a d'avoir une maison ou un autre... Tu sais, fait que ça, je l'ai dans le fond, ma maison de rêve, dans un sens, parce que c'est simple, le quotidien va tellement vite. Mais d'avoir un projet expérientiel puis expérimental en nature, ça, j'adorerais faire ça un jour. Un projet pour mettre de l'avant des choses que tu aimerais peut-être proposer à tes clients? Quand Ouais. tu dis expérimental, Ouais, mais faire des tests. après ça, je me dis, pourquoi je le fais pas avec les clients? Mais je pense que c'est un travail... Expérimenter avec les clients, c'est peut-être moins... Mais on le fait à travers... Oui. tu sais, on expérimente plein de choses, tu sais, OK. mais dans des matériaux vraiment différents. Là, tu sais. OK. Ouais, travailler vraiment avec quelque chose de plus frugal, plus brut encore. C'est un projet, un vrai projet que t'as ou c'est comme Il est dans ma tête. plus un rêve il est dans ta tête? Ouais. Un mot qui décrit la maison dans laquelle tu as grandi. C'est un cottage chaleureux. C'était ça à Québec? Oui. OK. Le plus beau restaurant de Québec. Pas bon, là, mais vraiment le plus beau, esthétiquement, à ton œil. As-tu fait des restaurants? Non. OK, fait que t'es neutre. Je suis neutre. Ben, en fait, pour peut-être surprendre, je dirais le restaurant du M&Back. Dans le hall du M&Back. Je sais même pas c'est quoi. C'est quand tu rentres dans le hall d'entrée, il y a je pense que c'est le Café Québécois, mais c'est un lieu, ben c'est juste du verre, là, mais qui est sur les plaines. T'aimes le vert. J'aime le vitrage, ouais. On va aller voir ça. La plus belle ville au monde. Ou celle qui t'inspire le plus. Copenhague. Oui? Mm. Tu y retournes. Tu me parlais de Tokyo tantôt. Est-ce que ça fait aussi partie de tes... Ben, le Japon, c'est un univers exceptionnel. Là. je dis Tokyo, mais tu m'as pas parlé de Tokyo. Tu m'as parlé du Japon. T'es peut-être pas allé à Tokyo. Là. Mais ouais, Copenhague va toujours rester un faible. C'est ton must. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une maison que tu visites pour acheter? Je regarde les percées visuelles, puis tout ce qui est... où est-ce que je peux percer? Dans les planchers, dans les murs, ouvrir. Ton dernier projet sur du parc, ça démontre bien ces concepts-là. Hein? Ouais, Vous avez fait complètement. beaucoup d'ouvertures. Ouais. On a gardé l'essence de la maison qui était des pièces en enfilade, mais chaque pièce s'ouvre sur l'autre, ce qui avant n'était pas le cas. On a clarifié le plan. Fait qu'aujourd'hui, tu pourrais penser qu'elle a toujours été comme ça, la maison, mis à part que la Oui. cuisine est neuve, là, mais tu pourrais penser que les cloisons sont les mêmes. Elle était comme ça depuis le début. Puis on a fait un puits de lumière muséal. Sérieusement, là, c'est vraiment impressionnant. On va ajouter une photo ici, là, quand que va venir le temps de publier le podcast. Ça serait intéressant de le voir. Ta collaboration de rêve, ça serait avec qui?
je dirais Aro Frick, qui est un architecte suédois. Il existe encore? Oui. Est-ce que ça se pourrait que ça arrive? Pourquoi pas? On lance ça dans l'univers. Ouais. Jérôme, je t'ai approché il y a quelques mois en te parlant d'un nouveau projet qu'on avait qui sont les prix Monuma. Puis je te sentais peut-être un petit peu réticent au début, mais je t'ai amené dîner, puis je pense que j'ai réussi à te séduire. Je ne sais pas si c'est le repas, mais en tout cas, tu as accepté d'embarquer comme membre du jury pour notre première remise de prix Monuma. Puis je voulais juste revenir là-dessus. Premièrement, je suis ultra reconnaissante de ta confiance. Puis pour moi, la crédibilité de tout ce projet-là repose vraiment sur le fait qu'on ait établi un jury solide. J'aimerais juste ça que tu me dises pourquoi tu as accepté d'embarquer là-dedans, parce que je sais que tu es un gars ultra occupé. Ça tombe en plus dans une période où est-ce que tu es avec tes étudiants, où est-ce que peut-être qu'au niveau de l'horaire, ça va être compliqué, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter d'embarquer dans Monuma? Ben, je pense que tu as été vraiment convaincante, mais c'est que je pense que tu as un peu répondu à toutes mes red flags que j'avais ou mes inquiétudes par rapport en général à l'univers des prix. Parce que c'est quand même un gros sujet là, en ce moment ou dans les dernières années sur comment ça se passe. Puis, je suis quand même puriste là, dans on applique à quoi, puis où, dans quel univers, puis c'est ce qui fait en sorte même qu'au final, on... T'appliques pas à grand-chose, toi, là, dans la vie. C'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est toujours un peu la question, je trouve une grande critique en général, c'est comment faire pour appliquer un prix, puis que ça soit vraiment une vraie reconnaissance que tu reçois et non pas que tu t'es acheté un prix. Fait que d'un point de vue critique, moi, je trouve que ça, c'est pour ça que j'applique pas à tout. Puis c'est quoi? Puis comment qu'on fait pour s'assurer justement, puis exemple comme pour Monuma, que ça soit pas de dire « Hey, je me paye une reconnaissance », mais ça va vraiment être quelque chose qui est crédible, qui est sans billet. Comment qu'on y arrive? Comment qu'on va faire, nous, pour le faire avec? Mais ce que vous avez proposé avec des catégories, il n'y a pas trop de catégories. Il y en a selon les différentes tailles, selon les différentes disciplines. Vous avez un jury qui est multidisciplinaire, qui parle quand même un peu de comment ça se passe au quotidien dans un projet. On a besoin d'entrepreneurs. Quand tu es un bon entrepreneur, tu dialogues avec lui. Puis ça génère en fait que le projet est meilleur. En paysage, c'est la même chose. En design intérieur, en architecture. Fait que ça fait en sorte je trouve que les volets qui sont discutés, c'est une première fois au sein d'un même gala. Fait que ça, je trouvais ça quand même stimulant. D'avoir après ça aussi... j'ai accepté d'être sur le jury, mais c'est aussi, je pense, la crédibilité de chaque membre dans sa discipline était vraiment important. Puis je me dis que si je peux faire une différence pour teinter peut-être la suite, pour que ça soit un type de gala que j'ai envie d'appliquer parce que j'y crois, mais c'est un peu les raisons pourquoi je l'ai fait, là. Bien, merci beaucoup. Puis je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, on est encore en période de recueil de projets, mais c'est un beau succès. Il y a énormément de firmes d'architecture, de bureaux de design qui ont soumis leurs projets. Au moment où est-ce que ça va être diffusé, on va être tout près du gala. Donc, normalement, les nominés vont avoir été contactés. Donc, je vous invite à vous inscrire à la soirée si ce n'est pas déjà fait. Monuma, c'est le 29 octobre au Capitole de Québec. Merci, Jérôme. Merci à toi.